Bonsoir et bienvenue dans Kiosque, votre émission culturelle. Alors au menu ce soir, la 17e édition du Printemps des Poètes. C'est du 4 au 29 mars sous le signe de l'insurrection poétique. Nous en parlons dans quelques instants avec nos invités. Iphigénie en tauride, l'œuvre de l'Allemand Gluck, qui est présentée du 6 au 8 mars au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Une tragédie lyrique où le texte et la musique s'imbriquent totalement. Exposition Tous dans le bain, c'est en ce moment au musée de la ville. Et pour en parler, Maud Marchand dans la chronique de Nicolas Gervais. Voilà ce que vous pouvez découvrir dans ce nouveau numéro de Kiosque. Et on parle tout de suite de la 17e édition du Printemps des Poètes avec mes invités. Jacques Fournier, bonsoir. Bonsoir, le directeur Catherine. de la Maison de la Poésie, Luc Beaucamp, bonsoir. Directeur Bonsoir. du Ciné 7 d'Elancourt, et Yves Godin, bonsoir. Vous êtes rhapsode. Vous direz dans quelques instants ce qu'est un rhapsode. La 17e, ça fait sourire tout le monde, mais on se demande. La 17e édition du Printemps des Poètes, c'est donc jusqu'au 29 mars. Jacques Fournier, c'est quoi l'esprit d'un Printemps des Poètes? C'est la poésie partout. Bah voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est vraiment mettre la poésie partout. C'est ce qu'on fait finalement. Finalement, on fait un Printemps des Poètes toute l'année, nous. Oui, Parce voilà. que le principe, c'est quand même, pour la Maison de la Poésie, depuis 13 ans, c'est d'être présent partout, sur tout le territoire, et même au-delà, avec notre festival Poésie Yvelines et toutes les opérations qu'on mène avec le Conseil général. Mais c'est vraiment ça, l'esprit. Et le Printemps des Poètes est né en 1999 avec cet esprit-là, à se rapprocher de la fête de la musique. On ne peut pas être dans la même conception non plus, puisque la poésie et la musique sont des univers très différents. La musique est quelque chose de très extraverti. La poésie part de l'intime et il faut aller la chercher aussi. Alors donc, nous, on essaye de faire en sorte que justement ce concept soit vraiment bien appliqué sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Combien de partenaires pour Voilà, je crois qu'on en a une quinzaine sur le festival cette année. Vous savez combien de spectacles? Pas trop de. C'est pas l'idée. Non, j'ai pas le des programme. Spectacles ou des rassemblements. On a une vingtaine de manifestations, manifestations. Jusqu'au 29 mars. Voilà, une vingtaine de manifestations et beaucoup de choses hors les murs. Hors les murs. On ne va pas tout détailler, mais hors les murs, justement, parmi les partenaires, il y a le Ciné 7 d'Elancourt. On va démarrer avec vous parce que ça démarre tout de suite, le 7 mars. C'est quasiment samedi demain, qui vient. avec les Enfants du Paradis. Oui, et c'est la première fois qu'on participe au Printemps des Poètes. J'en suis très heureux. Et moi aussi, donc je remercie Jacques, parce que c'est vrai que la poésie, ça traverse tout. Voilà, il y a beaucoup de poésie aussi dans le cinéma. Il y a plein de cinéastes qui s'expriment aussi avec beaucoup de poésie. Donc on est ravis d'y participer, et puis on va donc projeter le chef-d'œuvre, on va dire, Les Enfants du Paradis de Marcel Carnet avec Barrault, Arletty, etc. Donc samedi soir à 20h, mais ça commence à 19h parce que c'est précédé d'une conférence de Carole Aurouet. C'est ça la grande spécialiste du cinéma de Prévert. Et qu'est-ce qui peut toucher dans le cinéma de Prévert? Je crois déjà qu'il y a un esprit d'insurrection. Luc, il n'a pas le droit de parler. Mais s'il va parler aussi. C'est Jacques qui parle. Je crois que c'est ça. Moi, je me tournais vers Luc quand même. C'est le cinéphile de la soirée. Oui. Vas-y. Oui, moi je crois que c'est ça. C'est cet esprit d'insurrection. Quand nous, on a choisi des petits extraits de texte là cette année pour nos cartes postales qu'on va distribuer et les poèmes qui sont dans les bus de Skibus depuis lundi. Il y a une phrase pendant tout le mois de mars. Voilà, pendant tout le mois de mars. Les gens pourront lire des poèmes. Voilà. Et il y a cette phrase d'Arletty qui est au début du film où il dit « Moi, j'aime ça, la liberté ». Voilà, c'est cet esprit-là. Et retenir cette simple petite phrase d'Arletty, pour moi, c'était essentiel. Bon, il a tout dit. Je crois que les enfants du paradis, c'est ce que je disais tout à l'heure à Radio Sensation. C'est, je crois, le film français le plus, le plus culte, qui parle de poésie, qui est empreint de poésie du début à la fin, avec des dialogues magnifiques, un scénario magnifique, une réalisation magnifique. Donc voilà, je crois que c'est le film emblématique. On ne pouvait pas faire mieux, si je puis dire. Donc c'est samedi, à partir de 19h, ça commence par une lecture. Une conférence, il y a une conférence de Carole Aurouet, qui est la grande spécialiste, je disais, du cinéma de Prévert, du cinéma des poètes. Elle sera accompagnée de la compagnie PMVV Le Grain de Sable, avec laquelle elle travaille beaucoup, qui viendront là pour ponctuer la conférence de quelques lectures de textes de Prévert. Voilà, des lectures de textes. Et on fait cette projection pour une raison bien particulière aussi. C'est parce qu'on va fêter quasiment jour pour jour les 70 ans de la première projection mondiale du film, à Paris, en mars 1945. Alors, on ne va pas parler évidemment de toutes les manifestations, mais on va comprendre quand même qu'elles sont assez diverses. Donc là, on est allé au cinéma. Ça intéresse aussi les étudiants, la poésie, puisqu'il y aura des manifestations qui seront organisées. Bon, on espère. On ne sait pas si ça les intéresse. On espère les intéresser. Allez, on va essayer de les intéresser à l'université de Versailles-Saint-Quentin, notamment le 17 mars. Le 17 mars, oui, à 12h30, dans le hall du bâtiment Vauban. Là, on va mettre un petit peu de vibration dans les murs de l'université, puisque c'est à partir du projet Hall. Hall, c'est un texte fondateur de la Beat Generation, écrit par Allen Ginsberg, qui a été un texte
époustouflant, qui est un texte époustouflant, qui est un texte de dénonciation du consumérisme américain et de la situation de l'Amérique des années 50. Et s'en sont emparés Anne Segal, comédienne, et Paul Alliot, guitariste, et qui ne vient pas avec une guitare acoustique, mais bien avec une guitare électrique. Donc voilà, quand on a cherché un petit peu à savoir ce que ça allait donner, il nous a projeté... Le 17 mars à 12h30 dans le 12h30, hall, voilà, il nous a projeté un extrait de Van Halen pour nous dire voilà, c'est ça que je veux comme son. Je dis d'accord, on va essayer de faire ça. Donc ça devrait intéresser les étudiants. Ça devrait et on l'espère. Je voudrais qu'on s'arrête aussi sur une autre journée, celle du 21 mars. C'est la journée de la poésie. Ça va se passer à Guyancourt. Il y a pas mal de moments forts. Oui, il y a un spectacle jeune public à la ferme de Bel-Ébat à 11h, à partir de textes de François Schenck, ce qui est très particulier, qui est très fort comme travail, comme projet de la part des Bruits de la Lanterne. Ensuite, il y aura plein d'animations à la médiathèque Jean Rousselot, qui est notre partenaire privilégié. Il y a le poématon. Oui, le poématon, c'est un... Comme le photomaton. Voilà, c'est un photomaton à poème. C'est-à-dire, vous rentrez dans le poématon, on le voit, on vous dit un poème, et quand vous sortez, vous récupérez le poème qui vous a été dit. C'est une compagnie lyonnaise qui a inventé ce concept. Et il y a la photo, non, sur le poème? Ah non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas la photo. Pour moi, et le soir, on termine avec le bal des insurgés, avec Charles Gonzalez qui dira des textes de poètes qui connaissent l'insurrection, et la musique par le trio Mauss pour venir danser. Et là, il faut venir très nombreux. Comme je disais tout à l'heure, il faut faire craquer les murs pour montrer que la poésie a vraiment sa place sur ce territoire. Donc qu'on soit insurgé ou pas, on vient, tout le monde vient. Mais je crois que tout le monde est insurgé, tout le monde a ce besoin de s'insurger. Bon, on va en parler de l'insurrection justement avec vous, Yves Gaudin. Ce sera le 28 mars pour l'insurrection poétique. Alors, vous vous présentez comme un rhapsode. Évidemment, ma première question, c'est quoi un rhapsode? D'abord, je ne me dis pas un rhapsode. On m'a nommé rhapsode. Vous avez été élu. C'était une évidence. Voilà. En fait, le rhapsode, c'est une phrase grecque qui veut dire celui qui coud les odes, celui qui coud les chants. Hein. Et le rhapsode, c'est avant tout un nomade, un glaneur de poèmes. Donc j'ai la prétention de dire au moins un poème dans 23 langues différentes. Voilà, pas dans un but linguistique, puisque je les ai glanés en rencontrant des gens dans le RER, en rencontrant des gens dans des magasins qui sont devenus mes professeurs de poésie en Wolof, en Bambara, en Lingala, russe, hébreu, arabe. Ah, voilà. C'est ça un rhapsode. C'est ça un Alors rhapsode. qu'est-ce que vous allez proposer samedi 28 mars? Ce sera dans le quartier des Merisiers à partir de 15h. Eh bien, déjà, c'est une insurrection poétique dont le titre... Et c'est toujours quand tu es là qu'il se passe quelque chose. Alors je vais peut-être vous dire quand même un poème, parce que nous parlons beaucoup de poésie. Hein. Et c'est Apollinaire. C'est ce poème-là qui m'a habité pour cette insurrection. Et Apollinaire dit « Toutes les roses ne sont pas roses. Tous les saules ne sont pas pleureurs. Or je sais des portes jamais closes et des héros qui ont toujours peur. » Alors, je l'ai dit dans la classe de Flaubert, hein, c'est ça? École Flaubert de Trappes. Des enfants de Trappes. À la librairie Millefeuille, extraordinaire librairie de réinsertion. Je leur ai dit ceci, alors les gens se sont dit, alors ça veut dire que moi j'ai peur de dire, j'ai peur d'apprendre. Oui, mais moi j'ai pas peur d'avoir peur. Voilà. Donc allons-y ensemble, et il y a plein de moments qui vont ponctuer l'avant-insurrection. Vendredi soir, Flaubert, où les parents amènent un repas, et nous allons déguster les mots de Mahmoud Darwish. Et le samedi Et puis le samedi 7, à Place du Marché, où nous allons... questionner, clamer, murmurer des poèmes. Là, vous serez parti. C'est samedi 7, c'est Place au poème avec la collaboration de la Meurize, mais il y aura aussi, surtout, l'insurrection politique et pacifique. Le 28 mars. L'insurrection. À 17h. Du 28. Mais l'insurrection ne peut pas avoir lieu si vous n'êtes pas là. pour qu'elle se passe, il faut vraiment coudre avec les gens. Hein. Le rhapsode, c'est la couture. Hein. Amener les gens à se dire, moi, voilà, je veux faire partie de cette insurrection. Sans moi, elle ne peut pas avoir lieu. Voilà. On voit des images d'ailleurs des anciennes insurrections. Voilà, tout à fait. Donc les gens viennent. Les gens viennent, répètent des poèmes que nous allons scander. Les enfants, les adultes de Millefeuille ont déjà commencé à apprendre ce poème, et puis les gens petit à petit, en marchant, vont continuer à s'en emparer. Et donc les gens peuvent encore venir, hein, même s'ils n'ont pas fait partie des ateliers, ils peuvent encore venir les gens peuvent être Alors notre écho, hein, ça, c'est ça. Samedi 28 mars à partir de 15h dans le quartier 17h. 17h. En tête du carnaval de Trappes. D'accord, donc à partir de 17h le samedi 28 mars. Avec la compagnie
compagnie d'Ifekako, quand même, qui est extraordinaire et qui va donner, qui va nous apporter son rythme et nous allons les embrasser. Voilà. Alors voici quelques-unes des manifestations qu'on peut découvrir à l'occasion du Printemps des Poètes. Vous êtes enflammés, Yves, c'est formidable. Oui, bah ça, oui. Donc voilà, quelques-unes des manifestations qu'on peut découvrir à l'occasion de la 17e édition des Printemps des Poètes. Mais il y a encore plein de choses qu'on peut trouver évidemment sur le site internet de la Maison de la Poésie. Il y a des choses partout sur tout le territoire. Merci beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau de Kiosque. On va poursuivre ce magazine maintenant avec une page musique. Et une création présentée au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines les 6, 7 et 8 mars, Iphigénie en tauride, d'après Gluck, une tragédie lyrique en 4 actes mise en scène par Jacques Osinski, interprétée par les solistes de l'atelier lyrique de l'Opéra de Paris. Nous avons suivi les dernières répétitions. Le ton est dramatique, la mise en scène volontairement sobre, les paroles en français. L'œuvre de Gluck du XVIIIe siècle détonne avec les variations lyriques du bel canton du XIXe. Iphigénie en tauride est présentée au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, mise en scène par Jacques Osinski. Nous sommes dans l'esprit de la tragédie grecque adaptée au chant lyrique. C'est comme si c'était une pièce de théâtre avec musique. Il n'y a pas une note en trop, chaque air est justifié. Ce ne sont pas, comme au XIXe siècle, à l'opéra, des états d'âme avec du bel canto ou des airs, etc. Là, c'est vraiment un rituel comme ça, quelque chose de très épuré, très sobre. Le texte et la musique très imbriqués, rien ne prend le pas sur l'autre dans cette histoire où une jeune femme est partagée entre deux amours. Gluck, au moment où il écrit cette partition, est véritablement dans une réflexion sur les liens qu'il peut y avoir entre le texte et la musique, certes, mais aussi entre la tragédie et l'efficacité dramatique et la musique. Et c'est d'autant plus important pour lui qu'il entend véritablement s'opposer à des gens qui n'ont pas exactement les mêmes convictions que lui. Lui-même est un Allemand, mais défend une esthétique qui se base sur, on va dire, à la fois sur sa rigueur d'Allemand et en même temps sur toute la tradition française. Pour chanter le texte d'Iphigénie en tauride, les jeunes solistes de l'atelier lyrique de Paris, un vrai challenge pour eux. C'est un très beau texte français, c'est parmi les derniers grands livrets littéraires en langue française de notre répertoire, car au XIXe siècle après, ce sera beaucoup plus livret d'opéra, parce que là nous avons un très beau texte qui est très émouvant. Iphigénie en tauride à découvrir au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines du 6 au 8 mars. Et puis toujours en musique, voici quelques dates à retenir. Tout d'abord, ce concert qui sera donné dimanche 8 mars au Scarabée de la Verrière par Fatoumata Diawara. Alors son nom ne vous est peut-être pas inconnu. Elle a joué et chanté dans le film Timbuktu, archi-césarisé. Elle participe à un concert dans le cadre de la Journée de la Femme. Sa voix est envoûtante et je vous propose justement un extrait. On va changer maintenant d'horizon avec ce concert de musique classique des XVIIe et XVIIIe siècles donné ce samedi à 18h au Temple de Montigny, le Bretonneux, par l'ensemble Cléta. Au programme des œuvres de Beur, de Purcell et Handel, la participation est libre. Encore un autre univers de la pop, du rock, de l'électro, ce samedi 7 mars à la Batterie à Guyancourt. Dans le cadre du Temps des Femmes, la scène féminine française sera mise à l'honneur avec 3 groupes qui ne passent pas inaperçus. Les Filles Punchy de Théodore, Paul et Gabriel, La Sauvage et Fragile, Lou Marco et les déjà bien connus Autour de Lucie, tarif à partir de 10,50 €. Et puis un dernier rendez-vous à ne pas manquer à la Meurise de Trappes. L'orchestre Manifesto, dirigé par Mélanie Lévy-Thiebaud, sera en concert donc à 20h30 au programme de la musique classique romantique de la fin du XVIIIe siècle et des rythmes à caractère espagnol du début du XXe siècle. La violoniste Marianne Piketty jouera des morceaux pendant cette représentation et je vous propose de l'écouter justement au micro de TV-Fil. Un concert avec David Guerrier, qui est victoire de la musique, qui est une star, qui jouera, ce qui est exceptionnel, il joue aussi bien de la trompette
du corps. Donc il jouera Hummel, le tube du répertoire de trompette. Et moi, je jouerai le concerto de Mendelssohn, ainsi que des pièces courtes, les airs bohémiens de Sarrazat. Et c'est très important pour nous parce que la PMSQ, donc l'Association pour la promotion de la musique à Saint-Quentin-en-Yvelines, désire vraiment, ce qui fait vraiment vibrer son président, Hervé Farge, c'est d'apporter la musique à tous. Maintenant, je crois qu'on a commencé en 2000 ou 2001, donc ça fait presque 15 ans. Mais 15 ans, ça fait que le projet existe. Et ce qui nous réunit, je pense aussi bien le public, sont des liens humains. Et je pense que c'est ça qui est partagé aujourd'hui. Tout de suite, on va retrouver la chronique de Nicolas Gervais. Cette semaine, il a rencontré Maude Marchand qui nous parle de la nouvelle exposition du musée de la ville, Tous dans le bain. Et bonjour et bienvenue dans le kiosque. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'évolution des salles de bain et de la toilette au XXe siècle. C'est avec la nouvelle exposition du musée de la ville intitulée Tous dans le bain. Alors, une exposition vraiment bien. Si vous venez, vous verrez, vous pourrez vous faire mousser. Et sinon, vous prendrez un savon. La manière de se laver a profondément changé depuis un siècle environ. Le fait de faire sa toilette, comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire en prenant des bains, des douches réguliers avec de l'eau chaude, c'est quelque chose qui est assez récent et c'était assez rare il y a 100 ans à peine. On prenait son bain dans une cuvette de manière assez sommaire, au mieux une fois par semaine. Dans les années 50, par exemple, sur le territoire qui allait devenir celui de Saint-Quentin-en-Yvelines, tous les logements n'avaient pas encore de salle de bain. Et c'est pour ça que le musée de la ville a décidé d'ouvrir en grand la porte de cet espace, qui est un espace un peu intime quand même, et d'aller voir ce qui s'y passait dans les années 30, dans les années 50, et puis dans les années 70, jusqu'aux années 90. Il y avait tout un imaginaire qui était lié à la non-propreté, à la crasse. Par exemple, jusqu'à la fin du 19e siècle, on avait des réticences à prendre des bains. Alors d'une part parce qu'il y avait un tabou lié à la nudité. Quand on se baignait, et on ne se baignait que pour des raisons médicales, on ne se dévêtait pas complètement. Mais aussi parce qu'on croyait que l'eau était vectrice de maladies et parce qu'elle nous débarrassait d'une couche de crasse que l'on croyait protectrice. Le changement se fait au début du siècle, avec une demande qui est croissante en matière d'hygiène, avec des nouvelles politiques d'hygiène publique, mais c'est seulement au tournant des années 50, avec la reconstruction, que les salles de bain apparaissent dans les logements. Alors ce qui change, c'est cette demande d'hygiène, et c'est aussi l'accès beaucoup plus facile à l'eau courante. Jusque dans les années 50, sur le territoire, toutes les communes n'étaient pas reliées à l'eau courante. À Guyancourt, elle n'est installée que dans les années 30. Jusque-là, il fallait chercher son eau au puits, il fallait la faire chauffer sur la gazinière. Le musée de la ville a demandé à des habitants de nous raconter leurs souvenirs, leurs anecdotes, leur façon de penser la toilette. Et il y a une vingtaine d'entre eux qui ont répondu, qui ont accepté de nous laisser rentrer. Et grâce à ça, on a réussi à comprendre quels étaient leurs gestes de la toilette, les souvenirs, à retrouver des produits anciens aussi. Et on a mis des extraits en scène dans l'exposition sous la forme de douches sonores. Donc c'est-à-dire qu'on entre dans un espace, on se place sous la douche, on appuie sur le robinet et on a ce flot de paroles qui sort avec des témoignages qui sont souvent assez émouvants. Il y a deux parties dans l'exposition. Donc à l'étage, on a 4 reconstitutions de salles de bain. Une des années 30, qui est plutôt une cuisine. Il y a celle des années 90, qui est notre grande salle de bain d'aujourd'hui. Et on passe entre ces deux moments-là par la baignoire Sabot des années 50, qui est juste derrière, et par le bidet rose des années 70. C'est accompagné de documents d'époque, surtout des publicités anciennes, et aussi de plans d'architectes qui sont liés au territoire spécifiquement saint-quentinois, qui montrent comment la salle de bain est arrivée dans les intérieurs et comment elle s'est développée, comment elle s'est agrandie, sa place par rapport à la chambre, par exemple. On s'est rendu compte que c'était un thème qui était assez drôle, donc on a fait plein de petits clins d'œil dans l'exposition. Il y a des jeux à destination des adultes et des enfants. Et dans la médiation, c'est une nouveauté au musée de la ville. Pour la visite, il y a des parcours pour adultes et pour enfants sur tablette tactile.
rez-de-chaussée, c'est le cabinet de curiosité. C'est notre cabinet de curiosité. On a rassemblé tous les objets un peu étonnants, souvent très drôles, qu'on a vus, qui font partie de notre imaginaire de la salle de bain. Il y a aussi des œuvres d'art. Donc par exemple, le visiteur y trouvera des objets détournés, des robinets réversibles, des brosses à dents hydrauliques, une galerie de sèche-cheveux, une exposition de baignoires insolites et certaines œuvres d'art d'artistes du territoire. Voilà Catherine, et avant de vous retrouver en plateau, 3 dates d'atelier à retenir pour rester dans le bain en famille, le 7 mars, le 11 avril et le 22 avril. Toutes les dates, tous les renseignements, c'est sur le site du musée de la ville. À bientôt. Allez, comme tous les mercredis, je vous propose maintenant de retrouver la chronique cinéphile et nous débutons évidemment par les avis de spectateurs au micro d'Elodie Moine. Et cette semaine, les avis se sont portés sur le film Chappie, un film de science-fiction. Les effets spéciaux sont formidables et puis c'est le genre de film qu'on peut qu'adorer, quoi. Ça bouge dans tous les sens et c'est bien fait. C'était très bien. L'histoire en général, les films, les effets spéciaux, Chappie... L'histoire, il y a un sujet qui est intéressant, c'est le transfert de la conscience, quoi. C'est très bien, c'est un film sur la, je sais plus comment on dit, sur la intelligence artificielle. Et c'est bien, je trouve que le film est bien tourné. Voilà, je trouvais très bien. C'est un bon film de science-fiction. Et puis les acteurs sont bons. Bon, il y a une histoire de sentiments. Les robots deviennent sentimentaux un peu. On transmet tout le cerveau, toute l'âme dans un robot. Et nous poursuivons avec le coup de cœur d'un professionnel du 7e art. Ce soir, Gaël Pinault du Grenier à Sel de Trappes. Bonjour, cette semaine je voudrais vous parler d'un film que l'on passera samedi soir, donc ce sera samedi 7 à 20h45. Il s'agit du film THX 1138, le premier film de George Lucas qu'il a tourné en 1971 et qui est un film qui est devenu un film culte. Samedi soir, nous le présenterons dans le cadre d'un cinéphilo, c'est un peu la première fois qu'on fait ça, et ça sera avec un philosophe et enseignant qui s'appelle Xavier Papaïs. Il est enseignant à l'École normale supérieure et philosophe. Le thème de cette soirée cinéphilo, ce sera la déshumanisation, la société de contrôle, puisque l'histoire de THX, c'est justement une société hyper contrôlée, où un homme qui s'appelle THX 1138, puisque ça se passe au 25e siècle et que les hommes et les femmes sont répertoriés par des nombres et des numéros. Donc ce fameux THX 1138 a commis une erreur incroyable avec une autre femme, il a couché avec elle et c'est interdit. Voilà, donc ça va emmener plein de questions. Ce sera donc ce samedi 7 à 20h45. Vous retrouvez tout ça sur notre site internet www.cinémagrenier-à-sel.com. Merci, à samedi. Can you hear me? Stay calm. Everything will be all right. Et avant de terminer kiosque, je vous propose maintenant de découvrir quelques images du prochain film de Jamel Debbouze. Pourquoi j'ai pas mangé mon père sortira en salle le 8 avril. Un film d'animation réalisé donc par l'ancien trappiste. C'est la première fois d'ailleurs qu'il passe derrière la caméra. Il y est question sur fond de comédie de l'exclusion des jeunes. Et ce matin, Jamel Debbouze était l'invité d'Europe 1. Il est notamment revenu sur la polémique autour des Restos du Cœur, autour de la dernière chanson des Enfoirés, qui met en scène des jeunes critiquant leurs aînés. Célébrités et anonymes, ils sont nombreux à la juger réactionnaire, ce qui n'est pas le cas de l'humoriste. Je vous propose de l'écouter. C'est formidable les Restos du Cœur. On doit soutenir les Restos du Cœur corps et âme. Qu'est-ce qu'on vient faire chez les Restos du Cœur? Oh, les gens ils donnent à manger à des gens qui ont faim et qui ont soif. Vous êtes fous quoi? C'est les gens qui perdent du temps à parler mal des Restos du Cœur sont des inconscients. Voilà le coup de gueule de Jamel Debbouze. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain, donc à la même heure. Nous parlerons du festival à tout bout de champ, à Magny-les-Hameaux. D'ici là, gardez l'esprit ouvert et curieux. Bonne soirée, bonne semaine.